Un bon livre est un attentat, écrivait Marcel Jouandeau. Mais à quoi donc s'en prendre? L'ignorance, les idées reçues, assurément, mais cette phrase mérite davantage. À une époque où la lecture patiente perd du terrain face aux irrésistibles flatteries et amusements que proposent les petits écrans, je suis tenté de soutenir qu'un bon livre est un attentat contre la fatigue de l'esprit. La rareté des idées y est aussi pour une part, surtout dans un milieu où il n'y a pas que le point d'indice qui soit gelé. Le général de Gaulle n'observait-il pas déjà, je le cite, « Des chercheurs, on en trouve, des trouveurs, on en cherche ». Mon combat contre cette lassitude m'a conduit à raviver le goût du récit. Après tout, la religion, le droit, la cité n'auraient vu le jour sans un arrière-fond de légendes, de fiction, d'épopées et de mythes. Et je ne parle même pas de l'art. Il était une fois. Ces 4 mots par lesquels se sont ouvertes les portes de notre imaginaire, l'architecture y a droite également. J'ai donc commencé par le commencement. Le coup d'envoi, qui est surtout un coup d'État. Aussi abondante soit-elle, la littérature sur le temple hellénique m'avait laissé sur ma faim. Les vieux bijoux de famille de l'Occident n'avaient pas révélé tout leur éclat. La colonnade dorique a inspiré bien des auteurs, certes, donnant lieu à des pages tantôt techniques, tantôt lyriques, mais la raison architecturale restait dans l'angle mort. Il fallait fendre la foule et prendre la parole sans être un spécialiste. Si le portique à fronton est devenu l'étendard de pierre de nos civilisations, s'il a été reproduit, décliné, interprété maintes fois dans la lettre ou dans l'esprit, c'est parce qu'il représente bien plus qu'un grand modèle dans l'histoire des formes bâties. Il exemplifie ce que j'ai tenté d'élucider et transparaît dans l'art du plan, l'intelligence de la coupe, l'éloquence de la façade, mais aussi dans l'invention du détail et du meuble. Les premiers temples de pierre en pays grec annonce un ensemble de hauts faits qui resteront en quelque sorte le cahier des charges du projet architectural. Faire lieu, porter une communauté, anoblir la fonction pratique, offrir une fête pour les yeux et l'esprit en s'appuyant sur la maîtrise de la juste mesure qui sied au maître d'œuvre comme au magistrat. La fonction symbolique est au cœur de ce récit tumultueux. La dignité architecturale et la piété ont vu le jour en se tenant la main, mais au fil des laïcisations de la société, la première a fini par se retrouver seule à bord. Telle est notre condition. Faire d'un logement, d'une école ou d'un hôpital une institution, exaucer l'usage, domestiquer la force, coloniser la technique et civiliser les relations humaines sont des prérogatives du projet architectural, quel que soit le programme. J'ai donc trouvé mes pas dans l'ombre portée du temple grec, une ombre dont l'étendue parvient jusqu'à nous. Elle m'a éclairé pour déceler ce dont les bâtiments d'hier et d'aujourd'hui sont les descendants, le vieux fond de sacralité qui enveloppe encore nos murs, mais aussi ce que porte la structure au-delà des charges, ce que signifie le décor au-delà de l'ostentation, et bien d'autres notions encore qui vous apparaîtront sous un jour neuf. Lorsqu'on ambitionne de raconter la Genèse, la portée et le destin d'une figure qui a conquis un statut universel, on se doit d'arpenter tous les terrains auxquels elle est associée. L'histoire des pouvoirs, la science, les rites, le droit font partie de l'aventure. Mon dernier livre portait sur le pouvoir de la pensée associée au dessin. Celui-ci s'intéresse à celui des bâtiments. Que peut l'architecture? À quoi donc l'effet de présence des murs s'adosse-t-il? De quelles ambitions les bâtiments sont-ils les témoins au-delà des épigraphes qu'arborent leurs frontispices? Que retient-on de ce vieux savoir? Comment ce capital d'intelligence a-t-il été constitué, utilisé, avant d'être détourné, départagé et redistribué? Quelles relations l'ordre architectural et l'ordre politique ont-ils entretenues, par lesquelles s'est négociée la souveraineté de l'un et l'efficacité de l'autre? Ces questions m'ont conduit à remonter le fleuve,
en reconstituant les assemblages que composaient à l'aube de l'Occident les dieux, la loi et la pierre, et de tirer le fil jusqu'à aujourd'hui. De la naissance grecque à l'adolescence romaine, la mue de l'architecture dans la dynamique des empires établit ce dont les époques ultérieures seront les héritières. J'ai écarté les moments de l'Antiquité afin de séparer ce qui, vu de loin, apparaît comme un bloc. Il s'agissait notamment de dire ce qui oppose radicalement Athènes à Rome. Ces deux géniteurs de l'architecture et des valeurs du monde occidental ont magistralement assuré leur descendance, si bien que plus j'en apprenais sur eux, plus je reconnaissais ce qui nous fait. Les origines restent à nos trousses. Preuve en est, la police et l'urbs, la cité grecque et la métropole romaine se disputent encore aujourd'hui notre idée de l'État et l'image de ce que doit être une ville. Dans la première, l'ordre public s'élève du corps social comme un chant populaire. Dans la seconde, il descend du prince comme un rayon de soleil. Je ne distribue pas pour autant des bons et des mauvais points. Il aurait été facile, par exemple, de prendre parti pour Périclès et de dénoncer les excès de César, de choisir le camp de la vertu contre celui du vice. Or, la ville que nous aimons est aussi le fruit magnifique des conquêtes, du clientélisme et des vanités, le prix de la grandeur. Ne confondons pas toutefois les procès. Le projet architectural apparaît comme un acte amoral, aux côtés d'autres faits qui finissent, eux, par s'exposer à un jugement de conscience. Sachons apprécier ce privilège, surtout à une époque où les tartufferies morales épousent admirablement la bêtise, laissant croire que l'on peut soulager un malaise de civilisation en altérant la langue et en déboulonnant des statues. L'architecture résiste à de tels assauts. Elle leur oppose une forme d'autorité qui vient de loin, faite d'une matière invisible, un alliage précieux de l'esthétique et du politique, sur lequel je ne peux m'étendre ici et que je réserve à mes lecteurs. Vous allez donc découvrir un récit singulier, où des notions cardinales qui étaient restées dans l'ombre, sont mises en lumière, tandis que d'autres changent de place. J'ai bousculé des objets massifs, ancrés dans les esprits et les discours. La dignité ne s'oppose pas à ce qui préexistait. Elle récupère plutôt les principes en vigueur pour se révéler en être à la fois la source et la maîtresse. Ainsi, la gravité, l'ordre, l'ornement, la dépense, la magnificence, mais aussi le beau, l'utile et le nécessaire se retrouvent au service de la dignité. Un horizon se dessine. Il va falloir désormais compter avec ce concept. J'ai l'arrogance de croire qu'il laissera sa marque. Un auteur, c'est un peu un vampire. Toutefois, mon lecteur n'est pas une proie, mais un partenaire. Ce livre vous inspirera des réflexions, car c'est moins un objet fini qu'une trame appelée à s'étendre, une porte ouverte sur un continent dont je suis loin d'avoir parcouru tous les pays. Je me suis contenté d'introduire un outil par lequel on peut interroger à nouveau frais ce qui est en jeu dans cette singulière victoire qu'on appelle le projet architectural. Telles sont les premières raisons de lire ce livre. Si elles ne suffisent pas à convaincre les quelques indécis parmi vous, je peux poursuivre mon plaidoyer et monter en gamme, au risque de renoncer à l'humilité naturelle qui me retient. Si un essai est comparable à un tableau, ce livre s'apparente plutôt à une fresque. Une fresque saisissante, pour reprendre le mot d'Antoine Picon, une fresque dont l'histoire, entendue comme le récit des faits, n'est que la couche inférieure. Architecture et dignité est aussi par ailleurs un livre critique, mobilisant la science et non le goût pour évaluer la qualité des décisions qui peuvent élever un projet, pour esquisser une définition de la réussite et combattre de fait tout ce qui tend à réduire le format de nos idées, à dévitaliser la pensée et à niveler la production, à commencer par la mode. La parution est aussi le moment pour remercier ceux qui m'ont encouragé. En premier, Pierre Quay, qui m'a soutenu sans relâche, Perrine Michel et Julien Gouja pour leur lecture critique, mais aussi Philippe Potier, Antoine Picon, Marlène Gorayeb, Olivier Gaïnet, qui n'ont cessé de marteler à mon oreille l'impérieuse nécessité de livrer un second livre. Le voici. Précipitez-vous avant qu'il ne soit épuisé et finisse comme le précédent par se négocier à prix d'or.
Les plus malins d'entre vous pourraient d'ailleurs faire de cet achat un placement judicieux, en prévision d'une rupture de stock qui permettra une plus-value nette de tout impôt. Au nombre des logos en 4e de couverture, vous constaterez que les donateurs publics sont au rendez-vous. L'École de Paris-Val-de-Seine et le laboratoire EFCO, représenté par Philippe Bach, qui m'a témoigné de son estime en ouvrant généreusement la caisse. Le ministère de la Culture et de la Communication, dont le Bureau de la Recherche architecturale me décerne, par l'aide accordée, le titre convoité de trouveur. Merci au CNRS et à Pierre Quay, ainsi qu'à l'École Polytechnique et à mon collègue Michael Fossel, et bien entendu, last but not least, l'indispensable Centre national du livre, sans lequel il n'y aurait en librairie que des romans de Houellebecq, des livres de cuisine et des manuels scolaires. Les éditions Conférences se sont engagées à publier ce livre avant que les subventions, soumises à une longue procédure d'évaluation, soient accordées. Une telle prise de risque, de surcroît dans une maison détenue par de grands entrepreneurs, témoigne que la rentabilité n'est pas le seul critère dans le milieu des affaires et que tous les capitalistes ne méritent pas le réquisitoire caricatural que prononcent les directeurs de conscience, particulièrement bruyants en période électorale. Dans un pays où la richesse est suspecte, force est de constater qu'elle sert parfois de nobles causes, notamment à soutenir les grands textes des petits éditeurs, et cela en toute discrétion, sans s'en prévaloir, ni en tirer un quelconque avantage. L'écriture d'un livre est un travail solitaire et difficile. Seul, on l'est tout autant lorsqu'on a terminé son manuscrit et qu'il s'agit de trouver un éditeur. La première qualité de Christophe Caro, c'est qu'il répond. La courtoisie est rare parmi ses confrères, de surcroît lorsqu'ils font face au terme de la crise sanitaire à un tsunami de manuscrits divers, du premier roman au délicieux journal de confinement, libérant des torrents d'imagination sur un quotidien intramuros, entre le tuto de yoga, le sextoy livré par Amazon, sans même être autorisé à mettre le livreur à contribution, et la vie trépidante du balcon d'où les applaudissements sonnaient les 20 heures. Peu d'éditeurs œuvrent minutieusement à réaliser une maquette somptuaire. Cher Christophe, vos nombreux talents font de vous un artisan du livre et de sa démocratisation. Car vous avez fixé le prix de vente de cet ouvrage non en fonction du coût de fabrication, mais de sorte qu'il convienne à toutes les bourses, ne laissant aux radins aucune excuse. Vous pourrez donc tous repartir dignement de cette soirée sans vous ruiner, ni avoir à dissimuler votre embarras. Merci aussi à Samuel Hoppe, un des rares libraires d'architecture, pour son accueil chaleureux et ses conseils avisés. Vous l'avez compris, pour faire un livre, l'auteur ne suffit pas. J'ai donc fait le tour de tous ceux auxquels il convient ici de rendre un hommage appuyé et sonore. Ça tombe bien, il est précisément 20 heures.